Nous allons passer cette deuxième heure ensemble sur ce thème général, directive omnibus sur la RIS, où emmène-t-elle vos entreprises. On va parler on a le plaisir d'avoir Paul Esmin, directeur général de France Assureur. Est-ce que vous nous faites le plaisir de venir nous rejoindre, s'il vous plaît? Martin Landès, sous-directeur des assurances, direction générale du Trésor. Et Patrick Montagnier, premier secrétaire général adjoint de l'ACPR, l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Merci, messieurs. Vous avez embarras du choix. Mettez-vous vers le trésor quand même. Mettez-vous au centre si vous le souhaitez. Merci encore de votre présence. Je me permets juste de préciser, Jean-Luc, que quelqu'un a oublié son téléphone, donc quelqu'un qui l'aurait perdu, qui était assis à la place de Martin. Donc il est où le téléphone? D'accord, il est juste là, sur le pupitre. Vous allez parler, messieurs, d'encadrement dans un premier temps, si vous en êtes d'accord, des pratiques publicitaires et de l'exercice en libre prestation de services, en LPS. Et en LPE, et puis le sujet, Isabelle en a parlé, un petit peu à part, mais qui commence à faire un petit peu de communication, les influenceurs. Isabelle, est-ce qu'on peut compléter ? On a souhaité un petit peu sortir des sentiers battus de cette directive où on a beaucoup parlé de rémunération, beaucoup parlé de conception de produits. Il y a quand même tout un pan, un paquet, comme on dit souvent en Europe, de textes et de propositions pour renforcer la législation en matière d'exercice en LPS, d'exercice en LE, et puis derrière, contrôle en fait des activités de distribution, des activités publicitaires provenant de professionnels qui soit interviennent en dehors de la zone, c'est-à-dire à l'extérieur de la zone européenne, soit qui sont dans des pays qui ne sont pas les pays de la clientèle à laquelle cette publicité ou cette promotion est destinée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu, M. Milroux, le contenu, sachant qu'on précise également, carrément, on va jusqu'à dire quelles sont les structures juridiques qui doivent être adoptées pour pouvoir être régulièrement installées, en fait, lorsque l'on n'est pas en zone européenne. On parle de succursales, chose qui en France a déjà été tranchée. D'accord, donc il y a plusieurs sujets à votre question. Voilà. Il y a la question traditionnelle de la supervision des activités transfrontières, soit les prestations de services, soit en établissement. Je pense que là, on a introduit dans notre proposition des idées assez similaires à celles qu'on avait introduites dans le cadre de la revue de la directive Solvability 2, c'est-à-dire d'essayer de renforcer les mécanismes et les outils de coopération entre les superviseurs européens et aussi de renforcer le rôle de l'autorité européenne des assurances, EIOPA, avec un succès relatif, si j'en juge par les derniers résultats au niveau des co-législateurs. Encore une fois, tout ça est à confirmer. Mais pour nous, tout progrès, tout renforcement de cette coopération, des échanges d'informations, du recours à des plateformes de supervision, tout ça, ce sont des choses qui nous paraissent aller dans le bon sens. Ensuite, vous avez... Là, on crée ces plateformes quand même de contact. Voilà. Elles existent actuellement ? L'outil existe. Ouais. L'outil existe. Je pense qu'on n'a pas forcément besoin de la directive DDA pour pouvoir les mettre en œuvre. Mais je pense que l'idée est de mettre à niveau un peu cette directive, de sorte qu'en termes de supervision, elle soit dans les règles de l'art. Ensuite, vous avez évoqué les questions de l'accès des entités de pays tiers à la distribution de au produits. Niveau européen. Sujet que nous n'avions pas souhaité traiter, nous, au niveau de la Commission. Nous n'avons pas fait de proposition dans ce domaine-là. Ça a été introduit par le Parlement européen. Je pense que l'intention du Parlement européen est de mettre aussi à niveau DDA par rapport à Solva 2, c'est effectivement de soumettre la possibilité de faire d'avoir l'activité en Europe à la présence d'une succursale et sans doute aussi au respect d'un certain nombre de règles, tout en sachant qu'il appartient à chaque État membre de réglementer cette question. On ne parle pas de passeport européen pour les pays tiers. Et enfin, je finirai là-dessus. Je pense que vous avez aussi parlé des influenceurs, du marketing. Nouveau sujet assez à la mode avec
un vrai sujet de supervision, je pense, de réglementation de supervision, parce qu'effectivement, il y a eu des cas, je pense, où des personnes ont été mal orientées. Le problème, c'est qu'il s'agit de réglementer des personnes qui n'ont rien à voir avec la distribution d'assurance, aucune connaissance, aucune formation. Parfois, elles le font avec la complicité, peut-être aussi, quand même, il faut le dire. D'où l'idée de renforcer les responsabilités des distributeurs, à la fois en termes de qualité de contrôle de leur documentation de marketing, et aussi de contrôle des personnes qui sont susceptibles de faire la promotion de leurs produits. Et aussi, je conclurai là-dessus, des pouvoirs renforcés pour les superviseurs, notamment des pouvoirs d'intervention numérique. On va focuser 30 secondes quand même sur ces influenceurs d'investissement financier qu'on voit parfois sur YouTube depuis des destinations un peu exotiques. Monsieur Landais, le gouvernement et plus précisément le ministre de l'économie, monsieur Bruno Le Maire, s'est montré assez attentif, je crois, sur cette problématique. Comment vous réagissez? Comment vous accueillez ce texte? Nous, on réagit bien, hein, dans l'ensemble. La loi du 9 juin 2023, qui vise effectivement à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux, elle a une portée beaucoup plus large que ce dont on vient de parler sur la Retail Investment Strategy. Elle a évidemment comme objectif de lutter contre des pratiques qui touchent souvent les plus jeunes sur les réseaux sociaux, qui dépassent, je l'ai dit, le secteur financier. C'est la promotion de régimes alimentaires, dont j'ai été victime moi-même, de chirurgie esthétique, dont j'ai été victime moi-même, de paris en ligne, là j'ai évité, et puis et les cryptos, mais là, comme je disais que ça dépassait le secteur financier. Pas financier, les cryptos, pardon, de francs, je rappelle. Ouais, voilà. Donc, la promotion mais alors peut-être la promotion des contrefaçons et les cryptos. Donc c'était un texte extrêmement important, porté par le ministre avec la direction qui était à la manœuvre. C'était la direction générale de la consommation, la concurrence et de la répression des fraudes. Parce que voilà, les dérives elles sont constatées, et on a vu dans la RIS que le sujet des finfluenceurs, enfin des influenceurs financiers, avait été traité. Nous, on y était extrêmement favorable. Et je dirais qu'il y a deux éléments dans cette approche. Le premier, c'est évidemment la protection des épargnants, la protection des consommateurs, c'est évident. Mais il y en a une autre aussi, qui est, au fond, l'équité concurrentielle. Vous pouvez appuyer sur la tête à n'en plus finir des distributeurs classiques, mais si derrière vous avez un marché qui est complètement déréglementé, où les gens font n'importe quoi sur les réseaux sociaux, on se retrouve avec les mêmes problèmes qu'on a eu par le passé entre la finance régulée et la finance non régulée. Donc là-dessus, c'est vraiment un sujet aussi d'équité concurrentielle et de traitement de l'ensemble des distributeurs, qu'ils soient des distributeurs comme on les connaît, classiques, ou de nouvelles formes de distribution qui arrivent sans aucune formation, en racontant souvent des carabistouilles. C'est pour ça qu'il nous semblait important, Isabelle, de focuser très légèrement sur ce point. Sur ce texte, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup focalisé sur le débat des rémunérations, des parcours clients. Or, il me semblait qu'effectivement, de ce point de vue-là, la directive européenne nous dotait, pour le secteur financier, d'un dispositif un peu spécifique. Monsieur Montagnier, merci de votre présence. La question de la supervision en fait, des activités transfrontalières étrangères préoccupe votre autorité depuis de nombreuses années. On se souvient tous des entreprises d'assurance intervenant dans le secteur de la construction, des plateformes téléphoniques délocalisées. Quelle est votre réaction par rapport à ce texte ? En fait, si vous voulez, préoccupe, oui et non. D'abord, il y a un principe de base qui est celui de la construction de l'Union européenne, c'est le marché unique. Donc, de la même façon que des entreprises d'assurance françaises font très légitimement de la libre prestation de services ou du libre établissement en Europe, il est normal que des entreprises européennes fassent de même en France. Donc, de ce point de vue-là, moi, je suis très clair. C'est le principe de base de l'UE, c'est le marché unique avec libre circulation des personnes et des capitaux. Donc, si on remet en cause ça, il n'y a plus d'union.
Et je parle bien des deux, libre circulation des personnes et des capitaux. Premier point. Le deuxième, c'est qu'effectivement, ensuite, ce qui nous a beaucoup soucié, c'est qu'un certain nombre d'acteurs... Alors d'abord, il y avait le cas de Gibraltar. Gibraltar n'a jamais été dans l'Union. Pour moi, c'est une anomalie de l'histoire. Ça aurait dû être réglé depuis longtemps, mais passons. Mais Gibraltar était quelque chose qui faisait semblant d'appliquer Solva II, qui n'était pas un territoire de l'Union, dans lequel le degré de coopération était quand même des plus limités. On a eu les pires difficultés. Donc ça, c'est le premier point. Le cas est réglé, malgré eux, puisque ce sont nos amis britanniques qui sont sortis en portant avec eux les confettis britanniques sur le territoire européen. Mais ça, bon, passons. Mais le problème que nous avions surtout avec ce type de territoire, on a eu aussi un cas d'une faillite au Danemark, mais c'est très différent. C'était qu'en fait, on avait des activités très spécifiques, quasiment, j'allais dire, franco-françaises. Hein. La construction, c'est quand même une activité très particulière, avec un rythme d'écoulement très particulier, puisque c'est une garantie décennale qui survient 10 ans après l'achèvement des travaux, et donc dont le rythme d'écoulement est très long, puisque le sinistre lui-même n'est définitivement réglé qu'en moyenne, quasiment plus de 15 ans après le truc, puisque vous avez les expertises, ainsi de suite, à dommage ouvrage qui intervient en principe si elle a été souscrite correctement, etc. Donc, si vous voulez, tout ceci faisait qu'on avait des gens qui souscrivaient massivement auprès d'assureurs qui étaient peu chers, et je dois dire, alors là, c'est là où je vais heurter une partie de la salle, via des courtiers qui n'étaient pas très regardants sur l'assureur. Et quand je dis pas très regardants, c'est en fait avec des assureurs qui ne connaissaient rien à la construction. Donc ça, pour nous, c'est un problème parce qu'il y a tout à fait des assureurs étrangers, non français, qui comprennent la construction et qui comprennent le risque de la décennale. Mais en revanche, faut-il être certain qu'ils le comprennent, parce que si vous voulez, c'est une chose de vendre de l'assurance auto de la part d'un assureur UE, c'est autre chose de vendre de la décennale. Or, la décennale, c'est un risque spécifique. Si vous n'avez pas d'assureur spécialisé qui ne comprend pas le business, c'est mort. On a eu le même questionnement avec la RC médicale. Ouais. Qui était aussi un sujet qu'on a vu, alors c'était plutôt via l'Irlande, mais on a vu comme ça des gens qui se sont faits en champignons, un peu comme ça, puis qui aujourd'hui abandonnent le marché parce qu'ils se rendent compte qu'ils se prennent quelques tôles. Donc voilà, donc si vous voulez, donc tout ça quand même, moi je remercie EIOPA, puisqu'on a quand même beaucoup coopéré avec EIOPA à l'époque, on a même publié c'était une fac ou je ne sais plus trop quoi, enfin bref, expliquant comment fonctionne la construction. Donc voilà, ensuite, il est normal que de temps en temps, vous ayez toujours des acteurs qui fassent défaut, et là, nous on avait une proposition au niveau de la table à EIOPA qui n'a pas été retenue par nos camarades, et je regrette qu'elle n'ait pas été reprise plus tard, c'était de dire, et c'était le cas danois, par exemple, de cet assureur danois, il a fait faillite, lui, sur, de mémoire, c'était de l'automobile pour l'essentiel. Et là, le fonds de garantie danois ne paye que les assurés danois. Si vous êtes français ayant souscrit auprès d'une entreprise danoise via un courtier en France, vous n'êtes pas couvert par le fonds de garantie des assurances obligatoires danois. Pour moi, ça, c'est inadmissible. Je le dis franchement, je l'ai déjà dit, Didier connaît ma position, on aurait dû avoir un minimum d'harmonisation sur le fonds de garantie, c'est-à-dire de dire, dès lors que vous souscrivez dans un pays qui n'est pas le vôtre, et que ce pays offre un certain niveau de garantie sur ce type d'assurance que vous vendez, vous devez payer la même chose à l'assuré français, parce que sinon, effectivement, la libre circulation perd son sens, parce que je serais obligé de dire quasiment, si j'ai jusqu'au bout, de dire aux assurés, attention, vous souscrivez à un pays qui ne vous remboursera pas, que vous n'aurez pas l'équivalent du FGAO. C'est pas normal. C'est pas normal. Normalement, la libre circulation devrait s'accompagner du même niveau de protection pour l'assuré qui souscrit via une entreprise agréée en France et donc adhérente de France Assureur ou via une entreprise qui soit dans un autre pays. Donc c'est ça le sujet qui continue, qui n'est pas simple à régler. Hein. Je reconnais que du point de vue du législateur européen, c'est pas simple à écrire. Néanmoins, il y a là une question qui demeure posée. Ensuite, moi, je suis tout à fait reconnaissant à la fois à EIOPA et à la Commission d'avoir amélioré les discussions dans ces plateformes, puisqu'on avait aussi un certain nombre de superviseurs qui spontanément ne comprenaient pas le sujet du premier coup, on va dire, de la nécessité de la coopération, disons-le pudiquement. Et la question des succursales, en France, je sais que la CPR a fixé ce principe de, quand on exerce à l'étranger, qu'on est une entreprise française... Ah oui, mais nous, on n'accorde pas les passeports sans que l'entreprise assurance en France nous ait prouvé qu'elle était capable de supporter le choc du passeport. Hein. Et on leur demande aussi de vérifier le courtier avec lequel ils font le truc, parce qu'un nouveau venu dans un marché national qui pointe le nez innocemment... comment dire, la capacité qu'il a à se faire truffer est assez large. Hein, donc je suis désolé, je suis un peu direct. C'est un peu ça quand même. Donc on leur a bien demandé. D'ailleurs, certains ont pris des taux là, avec dans du courtage comme ça, notamment en LPS. Hein, en libre établissement, c'est plus simple. Alors l'autre sujet sur lequel vous m'avez effectivement interrogé, c'est aussi ces plateformes téléphoniques. Alors on les a trouvées dans des pays francophones, oui, hein, pour l'essentiel. Et là, on n'est pas du tout content parce que on a des gens qui ne connaissent pas les produits français, qui ne connaissent pas la réglementation française, qui sont des sortes de succursales à l'étranger, dans des pays tiers, d'entreprises en principe françaises, mais on n'est pas toujours certain.
Il y a un doute, et on a du mal à aller contrôler ce qui se passe à Madagascar ou même au Maroc, qui est pourtant moins loin. Donc là, on a des choses qui ne sont pas très nettes, dans lesquelles on a des gens francophones vendant des produits d'assurance sur lesquels ils ne sont pas du tout formés. Alors généralement, c'est des produits non-vie, hein, c'est pas de la vie, là, on n'est pas sur les problèmes. Pas sur l'épargne. On n'est pas sur l'épargne, on est plutôt sur de la bagnole ou de la santé beaucoup. Hein. Santé prévalente. Et donc ça nous gêne parce que quand même, ce qu'on a quand même eu une ou deux fois, mais on a fait écouter des bandes son aux membres du collège, on a eu des choses quand même de vente qui étaient littéralement scandaleuses. On s'est déplacé une fois au Maroc. C'est la succursale d'un courtier français, mais je crains que de plus en plus, ce soit sous-traité. Donc à des entreprises purement marocaines dans lesquelles on n'a même plus le droit de suite, si je puis dire. Hein, parce qu'encore la succursale marocaine d'entreprise française, je peux y aller. J'avertis l'autorité marocaine, la CAPS, qui coopère bien avec nous. Donc il n'y a pas de problème avec eux. Mais je vous dis franchement, je n'irai pas à Madagascar. C'est simplement parce que c'est des dizaines d'heures d'avion et que ce n'est pas possible. Donc là, on a un vrai sujet et c'est difficile à arrêter parce que le téléphone, ça ne s'arrête pas aux frontières. Monsieur Esmin, vous avez un micro, pardon, je n'avais pas vu. Merci de votre présence. On n'a pas trop entendu, a priori, ou autrement vous allez nous dire le contraire, on n'a pas trop entendu les professionnels sur cet aspect de l'ARIS, à savoir l'encadrement des pratiques marketing. Alors c'est peut-être pas aussi important, je ne sais pas, que le sujet des rémunérations pour la profession, toutefois. Concernant France Assureur, est-ce que vous anticipez les répercussions possibles, potentielles, pour ses membres concernant l'encadrement des pratiques publicitaires et des influenceurs dont nous venons de parler, par exemple? Alors, pour commencer, je vous confirme effectivement que c'était analysé comme un sujet qui n'était pas aussi prioritaire que celui des rémunérations. Non, moi je suis assez d'accord avec ce qui a été dit par les précédents intervenants. Je pense que sur ces sujets d'encadrement des pratiques commerciales, les intentions sont bonnes. Souvent, les intentions sont bonnes, que ce soit sur l'encadrement des influenceurs. J'ai appris un nouveau mot grâce à cette table ronde, ou sur l'encadrement des pratiques commerciales de manière générale. Donc, sur le principe, oui, la question est plus celle des modalités. Et là-dessus, je ferais peut-être le distinguo entre la question des influenceurs, où j'ai l'impression qu'on est arrivé à un équilibre qui n'est pas mauvais. Enfin, dans le rapport de la commission Econ, il me semble qu'il y a des choses qui sont notamment de bon sens. Je veux dire que je n'ai pas regardé les dernières versions du texte du Conseil. Mais s'il s'agit de dire qu'il faut qu'il y ait un accord écrit qui régisse l'activité du influenceur, l'étendue de ses activités, les contrôles, c'est du bon sens. Et je pense que ça rejoint d'ailleurs assez largement les pratiques existantes. Donc, moi, je n'ai pas vraiment de sujet là-dessus. S'agissant de la question plus large des documents commerciaux, je pense que là aussi, les intentions sont bonnes, mais on pêche parfois. Il y a une table ronde précédente, on parlait de complexité. Parfois, on pêche quand même un peu par complexité. C'est-à-dire qu'il existe déjà des dispositifs qui régissent les pratiques commerciales trompeuses, notamment. Là, on en rajoute une couche. Ça va entraîner des documents à conserver pendant X années. Je ne sais plus quel est le point d'atterrissage. De ce que j'ai compris, il y a un rapport aussi. Un rapport à faire. Enfin, c'est toujours la même question sur cette foultitude de rapports que produisent les compagnies d'assurance, où on a l'impression qu'il y a beaucoup plus de personnes qui travaillent pour les écrire que de personnes qui les lisent in fine. Donc, pardon de jouer un peu les colonels ronchons hein, sur cette table ronde, mais moi je suis très à l'aise avec les intentions. Ensuite, sur la déclinaison opérationnelle, sur un certain nombre de modalités, je pense qu'il y a un petit peu de bureaucratie. Maintenant, effectivement, si on met ça en regard des autres sujets qui étaient évoqués tout à l'heure, et l'encadrement des rémunérations, on n'est pas sur un sujet de même ampleur. Tu disais, Grégoire, que finalement, on avait acheté au prix de la complexité le fait de garder des mécanismes de rémunération. C'est peut-être un peu vrai aussi sur ce sujet-là. On va parler de ce fameux mot, le benchmark. C'est mon temps. Pardon ? Les mots anglais. Ces mots anglais, messieurs. Dans ce deuxième temps de cette table ronde, conception des produits, excusez-moi, et introduction du concept de benchmark national et européen, analyse, contrôle des coûts, des frais et des honoraires. Monsieur Millerot, reprécisez-nous s'il vous plaît les grands principes fondamentaux et majeurs
de ce texte proposé par la Commission. C'est le moment de nous en parler. Vous riez. Éviter trop les redites et les répétitions, mais ça fait bien d'éclaircir parfois ces concepts qui ne sont pas compris par tout le monde. On ne l'a pas tout à fait exposé tout à l'heure, déjà, ce concept de benchmark. Donc, l'idée de départ était effectivement de confier la charge aux superviseurs, de collecter des données sur les différents produits et de produire, avec l'aide de l'EIOPA, des référentiels, quoi, dont le but essentiel, à mon avis, est d'identifier des produits qui seraient marginaux, dont la valeur ajoutée pour les consommateurs serait limitée. Ça, c'est le point de départ. Détecter dans des anomalies et créer des normes. C'est ça un peu, non? Des typologies. Des typologies. Non, un mécanisme de lecture et de filtrage des produits, je dirais. Avec une responsabilisation aussi des assureurs eux-mêmes, qui aurait été, en tout cas dans notre proposition, conduit à une obligation de retirer les produits qui ne seraient pas rentrés dans les clous, en gros. Je résume. Bon, depuis encore une fois, le dossier a évolué. On a, à l'initiative du Parlement maintenant, ce concept de peer review, qui serait donc une sorte de benchmark, mais appliqué qui serait appliqué par les assureurs eux-mêmes. Donc deux systèmes parallèles. Donc les benchmarks survivraient, mais seraient plus un outil au bénéfice des superviseurs pour analyser le marché et le cas échéant, intervenir pour prendre des mesures, parce que les superviseurs ont cette responsabilité d'intervenir, et la gouvernance des produits reste évidemment un outil qui est là, avec la possibilité d'ordonner le retrait d'un produit si nécessaire. Donc le benchmark, aux dernières nouvelles, en tout cas, c'est l'approche qui semble suivie par le Parlement, par le Conseil, serait réservée aux superviseurs. Et pour ce qui concerne les entreprises d'assurance elles-mêmes, en coopération avec leurs distributeurs, on parle plus de peer review. Donc l'obligation, en gros, de regarder ce qui se passe ailleurs, à la concurrence, et de faire un exercice aussi d'analyse interne de la qualité des produits. Tout au long de la vie du produit. Tout au long au moment de la conception et dans les dispositifs de surveillance. C'est un système, c'est une obligation qui effectivement ne fait de sens que si elle est suivie dans le temps. Bien sûr, je précise produits d'investissement, pas les produits dommages. Alors, effectivement, la RIS ne couvre que du point de vue assurance, les produits d'investissement de détail. Mais encore une fois, tout ça n'empêche pas de se poser la question pour les produits dommages. Oui. Je dis tout de suite pour les courtiers qui vendent du dommage dans la salle. Soyons très clairs, le produit dommage aussi a le droit à sa value for money. Je savais que vous alliez dire ça. La gouvernance de produits, ça s'applique un peu à tout. Mais voilà, encore une fois, j'insiste bien là-dessus. Les concepts ne sont pas encore figés et je pense que voilà, donc les différents trésors et les membres du Parlement européen auront le dernier mot là-dessus. Merci pour cette transition, M. Millerot. M. Landais, comment vous voyez-vous, comment cela se traduit concrètement pour notre pays, cette notion de benchmark? Comment ça pourrait se traduire? Référentiel, observatoire Parangonnage, ça c'est la version un peu administrative ou référentielle. J'ai appris 2 mots grâce à cette table ronde. Parangonnage. On parle français dans les autorités. Peut-être juste un pas de recul sur ces questions de référentiel et de transparence qui ont été mentionnées dans la table ronde précédente. Pour rappeler que c'est un travail au long cours et qu'on n'a pas attendu la RIS pour réfléchir à ces questions de transparence, notamment sur les frais des unités de compte. On se souvient d'accords de place d'il y a 2 ans sur ce sujet. On se souvient aussi de dispositions réglementaires qui désormais imposent d'avoir des tableaux de frais sur les unités de compte avec notamment mention des rétrocessions. En clair, on se souvient que la loi Industrie verte, elle a imposé que ces tableaux qui étaient à vocation précontractuelle soient désormais publiés sur Internet. Et on se souvient enfin que la loi Industrie verte, elle a prévu la création d'un observatoire des produits d'épargne financière qui est en train de travailler pour mettre en place ces référentiels, et donc c'est dans le cadre du comité consultatif du secteur financier, donc c'est vraiment un travail de place pour, sur l'épargne assurantielle, mais sur l'ensemble de l'épargne, réfléchir à comment on peut donner une meilleure information aux clients sur tous ces produits. Pardon de cette introduction.
Mais c'était pour montrer que la RIS, elle n'arrive pas comme ça à tomber du ciel, dans un cadre totalement vierge. Les parangonnages, alors, effectivement, je crois que ça a été évoqué, une négociation européenne, c'est une affaire de compromis. Si je voulais donner un exemple un peu peut-être repoussoir, si on prend par exemple la partie PRIPS et le document d'information clé. Le document d'information clé, tout le monde est d'accord dans la salle pour dire que ça doit comporter les informations essentielles pour l'épargnant. Mais simplement, quand vous êtes à 27, que vous avez 27 façons de voir quelles sont les informations essentielles pour un client, bah vous arrivez potentiellement avec un DIC qui n'est pas aussi court et aussi concis et clair que ce que vous aviez prévu, vous, dans votre pays. Avec cette affaire de benchmark et de peer group, on est un peu dans le même esprit, c'est-à-dire qu'on a une vision de benchmark, c'est-à-dire de référentiel, d'un côté. On a eu des pays dans lesquels les peer reviews existent déjà, notamment des pays nordiques, et qui ont beaucoup poussé pour l'introduction de ce sujet. Et à la fin, le compromis, bah, c'est qu'on garde les deux. Et ensuite, la question, c'est mais comment tout ça s'articule ? Et ça, c'est une question à laquelle je ne vais pas répondre. Et pourtant, on aurait aimé vous la poser. Bah, vous pouvez me la poser, mais vous connaissez la réponse. Bon, on ne va pas s'arrêter à ce constat. Je pense qu'il y a, dans l'esprit, ce qui est important dans ce qu'a dit Didier, c'est que c'est de toute manière des outils de supervision. Et ça veut dire que quand vous avez un outlier, vous n'allez pas l'écarter d'office. Vous allez engager, le superviseur va engager une discussion avec le producteur, le distributeur, pour comprendre ce point aberrant. Et l'assureur peut avoir une bonne raison de le mettre dans son offre, parce que dans sa gouvernance produit, dans le travail qu'il aura fait pour designer ce produit, ça aura un intérêt. Et à ce moment-là, il n'y a pas de raison qu'il sorte. Mais en tout cas, ça nourrit un travail et un dialogue entre le superviseur et les assurés. De ce point de vue-là, en France, sous l'impulsion de l'autorité de contrôle, et en lien avec la Fédération des assureurs, a été mis en place un benchmark. Alors, je ne vais pas le parler de toutes les vertus, il y a eu beaucoup de discussions à ce sujet, mais enfin, dans la recommandation de juillet 2023, on a pointé, la CPR a pointé la nécessité de mettre en place ce référentiel, met en place ce référentiel qui porte en particulier sur les unités de compte qui représentent 80% des coûts de l'assurance vie. Et pour nous, ce qui était important dans la négociation européenne, et Julien Serracchi l'a rappelé, c'est de bien comprendre et prendre en compte les spécificités du marché français et des IBIPS, des produits d'investissement basés sur l'assurance. Et ça, pour nous, c'est clé. C'est-à-dire que les épargnants, ils ont des fonctions d'utilité, des attentes, des aversions au risque qui sont différentes en fonction des pays dans lesquels ils se trouvent. Et en France, ce qu'on souhaitait, et je ne crois pas qu'on a à rougir du niveau de conseil et de la qualité du conseil qui est prodigué en France, bien au contraire, mais ce système, on veut certes l'améliorer, mais on veut le conserver parce qu'on pense qu'il délivre des bonnes choses pour le financement de l'économie et pour les épargnants. Isabelle, un petit complément, un petit... Oui, c'était l'idée de se dire, on est tous d'accord que ça n'aura pas vocation à réguler les prix, que ça n'aura pas vocation à contrôler l'entreprise, et vous vous dites, en fait, c'est pour nous quelque chose qui est plutôt à but informatif et puis de supervision, c'est-à-dire de dialogue. Alors c'est vrai que le texte de la directive, de ce point de vue-là, est assez important en matière de ce que doit faire le superviseur, les conditions dans lesquelles il doit interpeller l'entreprise. Effectivement, il y a cette question de, in fine, est-ce qu'on doit inciter le producteur à retirer son produit ? C'est quelque chose qui est évoqué, mais qui n'est pas arbitrairement posé. Donc effectivement, voilà, c'était le souhait qu'on avait de vous entendre sur... On est tous d'accord pour se dire que ce sont des référentiels en fait, d'information, des référentiels qui permettent d'avoir des points d'ancrage, des points de visibilité, mais pas finalement contrôler les prix en fait. Non, je crois que, et là-dessus, sous le contrôle de Didier, les discussions à la fois au Parlement européen et au Conseil ont été claires sur le repoussoir que constituait le fait de revenir à une économie administrée de ce point de vue-là et à une administration des prix.
En revanche, effectivement, l'intention, elle est claire, comme le rappelait Paul. Ensuite, il faut vérifier que dans les faits, ça ne soit pas une administration des prix. Mais je pense que le texte permet de créer les conditions d'éviter cet écueil. Monsieur Esmin, votre France Assureur, en l'occurrence, a manifesté une attention toute particulière sur ce dispositif. On a eu d'ailleurs un témoignage et une émission du droit de savoir sur le sujet, en exprimant peut-être des craintes sur ce benchmark. Peut-être un mot sur la value for money avant de parler du benchmark. Je pense que, excusez-moi, je file encore mon rôle de colonel Ronchon, que parfois on a l'impression, c'est comme l'autre qui faisait de la prose sans le savoir, qu'on réinvente sous le nom sous des concepts anglais, c'est encore plus chic, des choses qui finalement sont vieilles comme le monde. C'est-à-dire que qu'un assureur, qu'un producteur en général se préoccupe de la qualité de ses produits, ça me paraît une nécessité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de réglementation là-dessus. C'est-à-dire un produit qui ne correspond pas à l'aspiration des assurés, il ne sera pas vendu, ou il ne sera pas vendu très longtemps. Un assureur peut faire un coût, mais quand on sait le coût d'acquisition d'un nouveau client, lui vendre quelque chose où la personne considérera assez rapidement que ce n'était pas ce qui correspondait à ses attentes, ça me paraît quand même un calcul à courte vue. Pareil, sur le positionnement en termes de prix, aujourd'hui, il y a quand même X moyens de comparer les prix. Donc, un produit qui est déphasé d'un point de vue concurrentiel, là aussi, il ne durera pas longtemps. Donc, la value for money, évidemment, mais encore une fois, bien sûr qu'il y a de la réglementation, il y a des recommandations, etc. Mais avant tout, ça répond à l'intérêt partagé entre l'assureur et l'assuré. C'est-à-dire, si on veut s'engager dans une relation de long terme, il faut avoir des bons produits et des produits qui soient tarifés au juste prix. Donc, est-ce que les benchmarks, s'agissant des produits d'épargne, répondent à ça? Nous, on est côté France Assureur, on n'est pas opposé à l'existence de benchmarks, de parangonnage. La question centrale, c'est qu'est-ce qu'on veut en faire? C'est pas est-ce qu'il faut un benchmark européen, national, j'y reviendrai, nous on préfère un national, mais je pense que la question centrale, avant même de parler de ça, n'est pas là. C'est qu'est-ce qu'on va en faire? Et parce que de ce point de vue-là, ce que j'ai entendu des précédents intervenants me rassure évidemment. Encore faut-il que les modalités suivent, les déclinaisons suivent les intentions. Pour nous, il y a trois repoussoirs, c'est-à-dire un benchmark où on comparerait des produits qui ne sont absolument pas de nature comparable. Un benchmark, pour que ça soit pertinent, il faut que ce qui est comparé soit comparable. Si on compare des produits qui n'ont rien à voir ou des champs beaucoup trop larges, on aboutira à des conclusions qui n'en seront pas ou qui ne serviront à rien. Le deuxième écueil, pour moi, c'est celui d'avoir un benchmark qui soit vraiment trop automatique, c'est-à-dire on compare le rendement, on compare les frais, et on s'arrête là. C'est-à-dire que, bien sûr, à un moment donné, il faut en passer par là, et c'est des éléments qui sont très certainement nécessaires. Mais tout à l'heure, l'intervenant disait qu'il fallait y mettre du bon sens, il fallait y mettre du qualitatif, je suis d'accord. Je suis d'accord. Et même si ça apparaît pas dans l'étude en elle-même, ensuite, dans l'analyse qui en est faite, il faut qu'il y ait du qualitatif. Et le troisième écueil, mais ça a déjà été évoqué, c'est celui de vouloir en faire une sorte de comparateur géant. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit vu comme un outil à la main des superviseurs, qui soit éventuellement partagé avec les professionnels, mais que ça ne commence pas à être quelque chose qui, de dérive en dérive, on vient à quelque chose qui, serait publié sans que ce soit compréhensible par l'assuré, serait quelque chose qui aboutissent à une utilisation par des particuliers ou par des assurés. Modulo ces trois écueils, on n'est pas opposé à l'établissement de benchmark. Juste peut-être un mot pour finir entre l'aspect européen et l'aspect national, qui rejoint d'ailleurs une préoccupation plus large sur la coexistence de différents benchmarks. Parce que Martin disait, en France, on a déjà un benchmark, c'est vrai. En fait, on a même potentiellement plusieurs benchmarks. C'est-à-dire on a celui que nous, France Assureur, on a fait l'étude qu'on a faite sur les unités de compte. Il y a le travail qui est en train d'être fait par le CCSF né de la loi Industrie verte. Voilà, ça fait déjà deux qui s'ajoutent. Donc, moi, je dis vigilance sur le fait de ne pas encore créer une nouvelle couche.
de ce que j'ai dit sur les objectifs, vous comprenez bien sûr que je préfère quelque chose qui soit national. Et je pense que ce qu'on a doit permettre de répondre aux exigences posées par la directive. En tout cas, je le souhaite. Une petite question justement, oui, à M. Millerot. Oui, ces benchmarks européens, alors confiés aux superviseurs, seront donc publics. Oui. Donc l'alerte finalement de France Assureur sur cette capacité de pouvoir être exploitée à des fins effectivement, j'allais dire de comparateur ou de comparaison. Comment est-ce que ces choses-là peuvent... Je sais bien qu'on apprend en marchant et que c'est pas la réponse, vous ne l'avez pas, mais est-ce que cette alerte est au cœur des préoccupations? Parce que c'est vrai que si c'est public, l'écueil potentiel peut être celui-là. L'écueil ou l'avantage? Alors. Non, la publicité est un avantage en termes de transparence du marché, transparence des prix. Alors, effectivement, deux choses. Ce n'est pas une réglementation des prix. D'ailleurs, la directive Solvat 2 interdit formellement la réglementation des prix d'assurance en Europe. Donc, pas de problème là-dessus. Et non, l'idée, c'est quand même de faire plus de transparence sur le marché. Donc, et je dois vous avouer que du côté de la Commission, on est plutôt favorable à des benchmarks européens que des benchmarks nationaux. Ça surprend beaucoup Martin. Il aura appris quelque chose ce soir, c'est bien. Mais donc, encore une fois, le compromis qui est sur la table donne la capacité, la possibilité aux benchmarks nationaux de survivre. Mais je pense que l'horizon est quand même d'avoir des benchmarks européens. Et ce qui me paraît, dans le cadre de l'établissement du marché intérieur, dont Patrick rappelait l'importance, quelque chose d'utile. Je ne pense pas qu'il faille figer les marchés nationaux. Je pense que sur des marchés retail comme ceux-là, bon, il y a des différences entre les marchés européens, mais vous avez quand même aussi des similitudes. Et je pense que plus de concurrence, plus d'activités transfrontières, c'est l'objectif que nous souhaitons atteindre. Et je pense qu'avec le gouvernement français, on est d'accord pour dire que c'est un des éléments qui sont au cœur de l'établissement marché européen des capitaux. L'union d'un marché des capitaux, dont on parle beaucoup, dont les gens vantent les mérites, mais qui n'est pas toujours facile à mettre en œuvre. Donc il faut trouver des moyens concrets de le faire, n'est-ce pas? Monsieur Montagnier, alors finalement, le régulateur, là, dans ce cadre-là, il a un nouveau rôle, en fait. Il va plus contrôler simplement, mais il va donc créer. Comment vous envisagez, est-ce que vous avez des choses à nous dire? En fait, pour moi, c'est un ensemble, cette histoire, parce qu'on parlait des commissions, vous avez scindé, c'est normal pour la facilité de la compréhension de la discussion, mais je ne suis pas toujours convaincu par l'idée qu'il y a un seul marché européen des produits d'investissement, parce que ça repose beaucoup, enfin on le sait, le contrat d'assurance aujourd'hui, non seulement il y a la réglementation, mais ce n'est pas le nœud central. Le nœud central, c'est la Cour de cassation. Aujourd'hui, le contrat, le droit du contrat, il est quand même profondément ancré dans les schémas juridiques nationaux. Donc ça, d'abord, c'est ce qui fait la différence majeure. Et c'était d'ailleurs l'écueil sur lequel s'était abîmé PRIPS, ce règlement qui partait d'une très bonne idée, qui était de dire je veux pouvoir, grosso modo, de la Lituanie jusqu'au Portugal, d'est en ouest, et puis on pouvait faire pareil du nord au sud, d'avoir, et puis croiser l'est à l'ouest, d'ailleurs, entre les îles grecques. On a compris. Donc voilà. Mais j'essayais de refaire ma géographie. Mais c'était d'avoir une comparaison. Et c'était avec ce petit symbole, vous savez, qu'on a le même sur les réfrigérateurs, etc., là, du vert au rouge. Donc on se disait, ouais, c'est chic. Sauf que quand vous passez à la pratique, moi, le superviseur, je ne sais plus faire. C'est-à-dire, je ne sais pas comparer parce qu'il y a tellement de données qui sont derrière que ce n'est pas possible. Donc c'est pour ça que j'ai pour l'instant une préférence pour le référentiel national, parce que je sais ce qui compare. Et qu'effectivement, moi, mes MOPS, là, les fameux multi-options, les produits français d'assurance, quand je parle de ça à table EIOPA, ma collègue suédoise, elle me regarde avec des yeux comme ça, me dit « mais de quoi tu me parles ?» Et je la comprends, d'ailleurs, je ne la critique pas, c'est juste que ce n'est pas son marché, c'est tout. Donc c'est pour ça que j'ai une préférence pour le référentiel national. D'ailleurs, je fais remarquer juste à Paul que France Assureur a eu la courtoisie de publier son étude de manière à ce qu'elle est publique. Il me semble qu'elle est publiée sur le site. Donc le référentiel public potentiel de France Assureur est consultable par tout un chacun. Voilà. Donc c'est pas fait dans le secret du cabinet de France Assureur. France Assureur est une fédération transparente. Donc voilà. Donc ensuite, pour moi, tout ça va ensemble. C'est-à-dire que
Avoir un bon conseil, ça se rémunère, ça je suis d'accord, je l'ai toujours dit partout. Je l'ai dit à table EIOPA, je l'ai dit en public dans plusieurs réunions, je l'ai encore dit récemment devant un parterre de banquiers aussi. Un conseil, ça se rémunère, je n'ai pas de problème avec ça, encore faut-il que le conseil existe et qu'il soit de qualité. C'est tout, c'est mon exigence, elle est là. La deuxième chose ensuite, c'est que quand on offre un produit d'assurance, il faut qu'il ait un intérêt pour le client. Alors j'ai entendu que Paul dire que c'est un intérêt commun partagé. Disons que je voudrais vérifier plus souvent l'équilibre du partage, disons-le comme ça. Je suis certain que l'intérêt est partagé, mais j'aimerais que ce partage ne soit pas à 10-90, qu'il soit un peu plus vers moite-moite, et que chacun y trouve son compte. Donc, et que dans la chaîne de valeur, tout le monde effectivement puisse vivre, aussi bien l'assureur que le courtier que le client. Parce qu'à la fin de fin, c'est quand même lui qui paye tout. Donc, il faut que le courtier ou l'agent général, avant de me faire gronder, puisse vivre. Je n'ai pas de problème avec ça, c'est normal. Ça permet de toucher plus largement les clientèles qu'on ne le ferait différemment par un simple site internet. Parce qu'aujourd'hui, quand je vois des gens se précipiter sur le net, sur l'achat de crypto, sans aucun conseil, sans fiche d'information, sans kit, sans quoi que ce soit, je suis assez horrifié. De ce point de vue-là, les produits d'assurance sont beaucoup plus encadrés, même parfois avec des volumes un peu importants de doc. Donc c'est ça qu'on essaie de voir, c'est cet intérêt pour le client. Pour nous, il est hors de question de dire tel produit on n'en veut pas. C'est de dire attention, vous avez là un produit qui est moins intéressant pour le client, pourquoi est-il maintenu? Et c'est plutôt cette explication un peu de va-et-vient, sachant bien évidemment que quand on regarde le rendement, c'est sur une période, on peut avoir des périodes plus ou moins favorables au rendement, on le sait aussi ça. Donc il faut regarder aussi parfois au travers du cycle, etc., ce qui se passe. Et c'est d'avoir cet examen de conscience, si je puis dire, tout en restant dans les principes de la République laïque, de la part des assureurs, de se dire, mais est-ce que le produit que je vends depuis plusieurs années, en fait, est-ce que vraiment ça continue d'avoir un intérêt de le vendre eu égard la période, le moment, etc. Donc c'est ça. Alors si le client a déjà investi, ensuite on peut lui dire vous voulez vraiment le garder ou pas. Est-ce qu'il faut en attirer de nouveaux? Vous voyez, c'est ce type de questions qu'on voudrait qu'il soit posé. Ce qui aboutit effectivement au retrait par les assureurs la première fois d'un certain nombre d'UC, en fait, pas de produits. D'ailleurs, il y a peut-être beaucoup en nom, mais en volume, ça fait moins en définitive. Parce que les clients ont peut-être fait le tri eux-mêmes ou les assureurs, ne sait-on jamais. Mais c'est un peu ça. Ce process, pour moi, c'est un process permanent et qui ne voit pas du tout le superviseur faire le prix. J'en suis bien incapable. Et mes successeurs en seront, à mon avis, tout aussi incapables que moi. Du moins, j'espère qu'ils ne se montreront pas plus intelligents. Sinon, je serais démenti. Mais c'est un peu l'idée. C'est ce process permanent de vérifier le partage. Où est-ce qu'il est? Est-ce que chacun vit sur cette chaîne de valeur? Sachant encore une fois qu'il y a des moments up et des moments en bas dans l'investissement. Tout le monde le sait. Et quand on veut encourager le risque, et c'est ce que veut aussi la Direction générale du Trésor, à juste titre, le financement de l'économie se fait comme ça, en encourageant aussi le risque. Il y a des moments, et c'est le propos d'Industrie Verte, il y a des moments effectivement où on gagne moins. Mais en même temps, je rappelle toujours, dans toutes les enceintes dans lesquelles j'interviens, le produit d'assurance vie n'est pas un produit de court terme. C'est un produit qui est fait pour un investissement long. On ne l'apprécie pas. Je n'ai cessé de le dire, les années où les assureurs vendaient un peu trop, de notre point de vue, le contrat d'assurance vie, le contrat euro, en disant regardez le rendement que j'ai eu l'an dernier, en disant pensez aux années futures, il sera moins bon. Mais inversement, j'ai redit publiquement, cette fois-ci à les assurés, qu'on ne quitte pas son contrat d'assurance vie parce que le rendement est légèrement en dessous du rendement instantané du livret A. D'abord, c'est pas les mêmes montants investis accessoirement, mais tout ça s'apprécie sur la durée. Donc c'est pour ça aussi que pour moi, c'est vraiment l'assurance vie, c'est ça ce produit. Et si c'est pas ça, ça sert à rien, faites autre chose. Il faut que l'assuré aille ailleurs, c'est pas le propos. Le texte envisage ESMA, EIOPA, donc chez nous, AMF, ACPR. Vous avez déjà des idées de la manière dont ces choses vont pouvoir s'articuler entre les deux autorités en France? Parce que c'est effectivement, nous avons l'investissement financier plutôt côté AMF, l'assurance vie plutôt ACPR. Oui, mais en fait, là, on collabore en permanence avec l'AMF. D'abord, vous savez qu'on a un pôle commun pour la pratique commerciale, donc il n'y a pas de sujet. Enfin, tout moi, il n'y a pas de problème. Le sujet est dans ce pôle commun. Et puis, deuxièmement, c'est normal, puisque l'assurance vie, c'est une enveloppe. Derrière, le sous-jacent de l'UC, c'est les fonds. Donc j'ai regardé avec intérêt, d'ailleurs, l'étude publiée par l'AMF il y a une semaine sur les frais prélevés sur les différents fonds, y compris en comparant ceux prélevés en vente directe et ceux prélevés via l'assurance vie. Bon, il y a des conclusions intéressantes, je vous laisserai les découvrir tout seul, mais je la passerai à Didier s'il ne l'a pas vu. mais en tout état de cause, non, on parle en permanence. De toute façon, je veux dire, c'est quasi naturel. Puis ne serait-ce que parce que, de toute façon, le gouverneur, enfin, ou son représentant, le sous-gouverneur, siège au collège de l'AMF, et vice-versa. Hier, il y avait un collège plénier d'autorité de la CPR, et Marianne Barbalayani était ici, donc, enfin, dans nos locaux. Voilà. Tous les intervenants l'ont dit, la CPR en fait avait un peu déjà anticipé tous ces sujets via la recommandation du 17 juillet 2023 qui, sans nommer les choses de façon aussi précise que le texte, finalement... On va la mettre à jour. Alors, c'était ma question.
On va la mettre à jour parce qu'effectivement, c'est une mise à jour qui est textuelle, si je puis dire, pour mettre à jour le concept, le texte en fonction. Et donc là, je pense qu'on lance demain, après-demain. On a discuté avec un certain nombre de gens et puis on va lancer auprès de la commission consultative des pratiques commerciales une consultation de manière à avoir rapidement leur avis sur le sujet. Mais les mises à jour ne sont pas énormes de mémoire. Il y a 2-3 points qui seront précisés. Voilà. Il y a 2-3 points qui seront précisés de manière effectivement à se fondre plus dans la lettre du texte européen tel qu'il semble se dessiner, parce que je me méfie toujours tant qu'il n'est pas écrit et signé, mais de manière à se mettre plus dans la lettre, mais l'esprit était déjà là, et il y avait déjà des choses qui étaient écrites, donc il n'y a pas beaucoup d'ajouts. Hein. Il y a quelques mots ajoutés, en fait, mais c'est dans le même paragraphe, il n'y a pas de révolution. Isabelle, il nous reste, messieurs, il nous reste 15 minutes pour le troisième temps de cette table ronde, la gouvernance. Un sujet voilà, je me suis mis à côté de moi, qui est le gardien du temps. On avait parlé d'ailleurs tous les deux lors de la préparation, on parle d'un sujet qui vous a surpris, parce qu'effectivement, moi aussi, ça m'avait surpris. Nous avons en France, finalement, vraiment déployé ce concept de la gouvernance des produits autour de la construction des produits, mais aussi des stratégies de distribution et de la surveillance de la distribution. Et c'est vrai que le texte historique DDA, 2018, quand on a introduit ce dispositif, n'évoquait pas. On disait mettre en place un dispositif de validation et de conception des produits et une stratégie de distribution. Et donc vous m'avez dit, c'est bizarre parce que là vous voulez qu'on parle d'animation de réseau, de surveillance de la distribution, et moi je ne retrouve pas mes petits dans mon texte. Voilà. Donc je voulais effectivement confirmer cela devant vous. C'est vrai que ce texte sur la RIS n'évoque pas cela. Néanmoins, chez nous, le Code des assurances, Monsieur Landais, ne prévoit effectivement pas de réglementation codifiée en matière de surveillance de la distribution, d'animation de réseau. Il y a ce terme, animation de réseau, dans la définition de la distribution et du distributeur. Est-ce qu'au travers, effectivement, des recommandations de l'autorité, parce que ce sont essentiellement des recommandations de bonne pratique de l'autorité, et finalement, à l'instar de tout ce qu'on vient de développer, qui quand même met en scène les distributeurs comme, j'allais dire, contributeurs avec les producteurs des produits d'assurance, vous entendez éventuellement transposer ces recommandations de bonne pratique dans le code et finalement codifier davantage les dispositifs de surveillance des réseaux de distribution et de la distribution au travers des stratégies de distribution sur les produits. Écoutez, nous, si on peut ne rien écrire, on est content. Parce que le moins on en fait, le plus on vous plaît. Donc, objectivement, la recommandation ACPR nous paraît clair. Nous paraît clair et surtout élabore sur des dispositions qui sont dans le Code des assurances. Hein. Enfin, je veux dire, on ne part pas de rien. La gouvernance produit, c'est l'article 25 de la directive distribution d'assurance qu'on a... Et 516.1 pour le voilà, Code des assurances qu'on a transposé. Donc, il y a tous ces mécanismes, ils sont là. Après, moi, je me méfie un peu de dire il faut mettre ça dans le code pour que ça soit plus clair. Parce que une fois que c'est dans le code, ça rajoute potentiellement de la complexité. Donc, si on peut se l'éviter, on se l'évitera. Et ça rejoint aussi la question du devoir de conseil, hein, au fond. Puisque le devoir de conseil, c'est pareil, c'est la base. Enfin, je veux dire, un courtier, c'est un conseil et il a ce devoir de conseil. Et là aussi, je pense que ce qui est important, c'est que tout ça soit mis en pratique dans le cadre de discussions de superviseur à supervisé. S'il y a des failles majeures et que la réglementation doit changer, on ira. Mais je veux dire, c'est uniquement d'une main tremblante. Et typiquement, on l'a fait, je reviens à la loi industrie verte, sur le devoir de conseil tout au long de la vie. Parce qu'on a identifié que là, il y avait quelque chose qui n'était pas suffisamment encadré. Et c'est pour ça qu'on a désormais dit, ce devoir de conseil, il doit s'exercer tout au long de la vie du produit, en cas d'abondement d'un certain montant, en cas de rachat. Mais vous voyez, c'est à chaque fois sur des questions et des sujets bien identifiés, sur lesquels on parle beaucoup avec la place, et on le fait avec la plus grande prudence. Monsieur Espin, France Assureur, évidemment, vous représentez les organismes, c'est plus que les distributeurs. Néanmoins, les assureurs ont des réseaux d'agents généraux, ont des réseaux salariés. Comment abordez-vous cette réglementation qui, quand même, embarque également les surveillances au-delà de la commercialisation et de la conception de produits? Est-ce que vous avez effectivement sur ce sujet des choses à nous dire par rapport à l'animation de réseau? Alors, c'est un terme un peu barbare qui est plus un terme de distributeur, en fait. Dans le fond, je rejoins assez ce que vient de dire Martin, c'est-à-dire que c'est pas un sujet nouveau. C'est-à-dire qu'il y a déjà la DDA avec la gouvernance produit notamment.
Et finalement, dans la stratégie de distribution, on doit regarder le public cible qui est visé. Et donc, les choses doivent être adaptées en fonction. Donc, de ce point de vue-là, j'ai pas le sentiment, on verra quel sera le texte final de l'ARIS, qui sortira du trilogue, mais j'ai pas le sentiment que ce soit une révolution ou qu'on change vraiment le paradigme. De manière générale, il nous semble que quand on est dans une distribution intermédiaire, quelle qu'en soit la forme, il y a quand même 2 temps à avoir, c'est-à-dire lors de l'entrée en relation commerciale, ce qui évidemment serait spécifique quand il s'agit d'un agent général, puisque c'est régi par des règles très particulières, et tout au long de la vie du contrat, c'est-à-dire que mais tout ça, c'est du bon sens. C'est-à-dire que bien sûr, la réglementation, il y a des recommandations qui disent qu'il faut regarder, s'agissant du distributeur, qu'il faut regarder son niveau de compétence, son niveau de formation, les moyens qu'il va mettre en œuvre, les outils qu'il a pour la souscription, comment il va stocker les appels téléphoniques quand il s'agit de démarchage. On va regarder aussi comment il gère les éventuelles réclamations. Donc tout ça, bien sûr, c'est encadré, mais c'est quand même avant tout du bon sens. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un producteur de produits, en l'occurrence un assureur, qui peut se désintéresser de la manière dont son distributeur commercialise les produits. Ce sont quand même des choses qui sont récentes. Oui, justement. Ce sont des choses qui sont récentes. Et c'est là où j'ai quand même une petite réserve. C'est qu'on empile quand même des textes sans avoir vraiment vu advenir les effets des réformes passées. C'est-à-dire que là, on a une réforme du courtage qui est quand même très récente. On a cette directive sur la vente des produits à distance qui vient d'être... où on vient de trouver un accord. On en rajoute une couche. Encore une fois, ce n'est pas une couche qui change radicalement la philosophie par rapport à ce qui existait, mais n'empêche que ça fait des dispositions complémentaires. On est quand même un peu loin des dispositions théoriques qui voudraient qu'il y ait une réglementation, on regarde ses effets, ensuite on s'interroge sur la nécessité d'une régulation complémentaire. Ce n'est pas toujours exactement les mêmes périmètres, j'en suis d'accord. Mais quand même, on ne se donne pas suffisamment de temps pour évaluer ce qu'on a fait. C'est pour ça que je disais que je rejoins Martin, qui disait que moins ils en écrivaient, plus ils étaient contents. Et donc il n'y en aura pas. Et vous avez effectivement mené de vastes campagnes de contrôle et vous avez surtout défini quelque part des axes opérationnels par rapport à la surveillance des réseaux. Alors vous avez dit, il faut avoir des accréditations, comme vous l'avez dit tout à l'heure d'ailleurs, Monsieur Esmin, c'est-à-dire qu'on ne se contente pas de coder ou de vérifier que le courtier est immatriculé au registre de l'URIAS, il faut que le distributeur, on vérifie ses compétences, on vérifie que le canal de distribution que l'on choisit est tout à fait en compatibilité avec le produit. On va aussi mettre en place des indicateurs de suivi, c'est-à-dire quelles sont les alertes de suivi, les alertes éventuellement d'intervention, on va contrôler. Voilà, l'autorité en menant des contrôles entre 2020 et aujourd'hui, définit tout un cadre qu'elle a effectivement transposé, contractualisé aussi avec ses distributeurs, avoir une convention, vérifier un certain nombre de choses. Finalement, on comprend que vous allez mettre à jour la recommandation, qu'elle va donc servir finalement un petit peu de base à tout cela. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, Monsieur Montagnier, sur justement ces perspectives par rapport à cette RIS ? Alors, en fait, pour moi, ça ne doit pas changer fondamentalement. Et d'ailleurs, en fait, on a commencé avant, parce que ça fait 10 ans que je suis secrétaire général adjoint, ça fait 6 ans que je suis l'assurance, mais ça fait 10 ans que je suis les pratiques commerciales, au titre de mes fonctions de secrétaire général adjoint, et l'assurance depuis 6 ans. Mais en fait, on avait déjà tenté une première fois avec un premier distributeur grossiste qui nous avait dit à l'époque, il nous avait dit « mais moi, je ne suis pas responsable, je n'ai pas la vente en direct, donc c'est mon courtier de base qui est responsable, ce n'est pas moi ». On l'avait quand même accroché, ça avait été un peu difficile, mais néanmoins. Donc on voyait très bien que le principe ne suffit pas toujours, hélas, même si je suis d'accord avec Paul que normalement le principe devrait suffire. Ensuite, il y a toujours des gens qui esquivent le principe en disant c'est pas dit. Donc voilà. Donc on a quand même continué à agir. Donc on a fait effectivement des contrôles chez les courtiers grossistes, enfin 10 grossistes. Je rappelle, c'est une catégorie qui n'est pas légale. C'est plutôt une pratique qu'une catégorie légale. Pour leur dire, vous pouvez pas vous désintéresser de ce qui se passe chez les gens qui vendent à la base, parce que quand vous avez trop de réclamations qui émanent de la part d'un courtier, enfin de la part de la clientèle d'un courtier, c'est qu'il y a un loup quelque part. Donc vous ne pouvez pas vous en intéresser, surtout quand vous fournissez l'outil informatique, parfois même l'argumentaire commercial et
le déroulé de vente, voire même les arguments publicitaires, voire même les plaquettes. Donc vous ne pouvez pas vous désintéresser. Donc je lui ai dit, vous vous trouvez quasiment en fait vous dites que c'est un courtier, mais pour nous c'est quasiment un agent. Donc vous vous retrouvez plutôt dans la catégorie des agents généraux qui sont eux bien encadrés par leur compagnie. D'ailleurs quand j'ai trouvé un problème dans une documentation d'un agent général, je ne tombe pas sur l'agent général, je vais voir la compagnie en disant merci d'aligner l'ensemble du réseau sur le sujet. Donc c'est plus ça m'arrive rarement, mais ça m'arrive de temps en temps. Je dis je vais voir la compagnie. Je dis en fait c'est pas l'agent qui est responsable. C'est pas l'agent qui va avoir la main pour changer. Donc c'est sûr. Donc on a eu des débats un peu. Oui, des débats avec les principaux courtiers grossistes. Je crois qu'ils se sont rendus à l'affaire. Et de ce point de vue-là, la DDA nous a quand même beaucoup aidé parce qu'elle accentuait ce principe, elle le précisait, etc. Et donc, elle a mis fin aux querelles d'interprétation. Donc, de mon point de vue, l'ARIS n'apporte pas quelque chose de nouveau. Donc, je suis moins inquiet que mon voisin. Peut-être que j'ai tort, je suis trop optimiste, mais ça n'apporte pas de nouveautés, à mon avis, textuelles fortes. Et dans notre pratique de supervision, effectivement, on a vu ça. Ce qu'on a demandé aussi aux assureurs, c'est de faire attention eux-mêmes à leurs courtiers, de se dire de temps en temps, est-ce qu'il n'y a vraiment pas des réseaux ? Il y a des exemples qui ont défrayé la chronique récemment, sur lesquels je ne reviendrai pas. Mais on ne peut pas quand même se dire que lorsqu'il y a un scandale qui se crée, on se désintéresse complètement du courtier. Donc, c'est des choses comme ça. Effectivement, elles sont de bon sens pour moi. Elles devraient être pleinement partagées. On s'aperçoit que dans la pratique, c'est pas toujours facile c'est pas toujours le cas pour des raisons diverses et variées d'ailleurs. Puis aussi, il y a des habitudes secrètes. Enfin, j'en sais rien, peu importe. Donc, on est là pour ça, pour recréer un peu cette incitation à faire. Très bien, Monsieur Miro, une remarque par rapport à ce qui se passe chez nous. Est-ce que la Commission, elle avait envisagé justement cette espèce de bicéphalité entre le produit d'une part, la distribution d'autre part, les distributeurs, ou est-ce que on reste sur un texte global? C'est un concept global en fait qui est indiqué dans la RIS. Je pense que non, on a effectivement cette approche-là. C'est pour ça qu'on a cette directive sur la distribution des produits d'assurance. On a eu le souci d'accompagner également sur la partie distribution. Sur la partie distribution, je pense. Mais l'avantage de cette directive, on dit souvent que c'est une directive d'harmonisation minimale. C'est vrai dans une certaine mesure, mais c'est qu'elle laisse quand même une grande marge d'appréciation à nos collègues nationaux, à chaque État membre, d'adapter les règles à son marché. Et en termes de transposition des amendements de la RIS, je pense qu'il n'y aura peut-être pas forcément tant de travail que ça, tant d'écriture en France, oui, on a beaucoup faire pour Martin à l'avenir, puisqu'il y a déjà pas mal de choses qui sont en place. Et ça, c'est pas du tout un problème pour nous. Il est vrai qu'en France, ce modèle dont parlait M. Montagnier de grossiste, donc d'animation de réseau, de plateforme, est d'après ce qu'on entend assez unique, ou en tout cas plutôt important chez nous par rapport à d'autres pays d'Europe. Vous avez ce constat. Il y a des pays d'Europe qui sont assez similaires à la France. En Italie, on a des systèmes un peu... Il y a aussi des systèmes de ce type. Oui, je pense que... Il ne faut pas non plus trop mettre l'accent sur les spécificités nationales. Voyons plutôt les points communs que les spécificités nationales. Encore une fois, je tiens beaucoup à ce concept de marché intérieur, c'est mon job. Je tiens à le garder d'ailleurs. Et je vais d'ailleurs devoir vous quitter bientôt. Oui, et donc on va arriver de toute façon en vous remerciant à la fin de cette table ronde, en vous remerciant. Jean-Luc, on avait fait la promesse de terminer à l'heure. De terminer à l'heure, et on termine vraiment à l'heure, 8h05, donc on a 5 minutes de retard. Voilà. Nous sommes pile à l'heure. Merci messieurs de votre présence. Merci beaucoup. Je ne sais pas si mon micro fonctionne, oui. Il y aura un replay qui sera diffusé prochainement. Vous serez informés de ces échanges. Merci encore de votre présence. Vous pouvez retrouver aussi... On va laisser peut-être... On va laisser descendre. Place. Voilà. Non, mais ne mettez pas. Au revoir, merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous pouvez retrouver les émissions du droit de savoir sur le site L'Assurance en Mouvement. Il y a eu 2 émissions spéciales qui ont été faites sur ce sujet. Et en avril sur ce sujet. Voilà, avec Nick Demechal qui est Stéphane Penet, où on a effectivement essayé de décrypter davantage les questions de vocabulaire, les acronymes aussi. On a beaucoup parlé d'acronymes, et IOPA, RIS, ESMA, tout ça nécessite que les gens qui nous écoutent effectivement connaissent toutes ces terminologies compliquées. Donc, ce soir, c'était le 3e opus en présentiel. Exactement. Du droit de savoir sur ce thème de la RIS. Isabelle, un petit mot sur un ouvrage que vous allez remettre. Alors, pour ceux qui sont présents, nous avons le plaisir de vous remettre
remettre quand vous partez, soit après le cocktail, soit avant le cocktail, un ouvrage que nous avons effectivement édité et publié, qui concerne donc le name screaming, parce que nous avons un partenariat avec BCLM, qui est notre société, qui fait partie de notre groupe et qui vend effectivement et qui édite des logiciels spécialisés dans les dispositifs de filtrage. La lutte anti-blanchiment sont des sujets qu'on aborde aussi assez souvent dans le droit de savoir. Et la lutte contre la criminalité est un sujet éminemment important, sujet de citoyenneté, et nous avons fait mener, grâce à BCLM et puis Astrée et HEC qui a fait une enquête, toute une étude sur ce sujet, des dispositifs de filtrage, des obligations, et on est content de pouvoir vous remettre cet ouvrage que vous pouvez prendre donc quand vous partez, avec plaisir. Puis avant de vous retrouver pour le cocktail, quelques derniers mots, oui. Isabelle, que vous teniez véritablement à... Voilà, avant de clôturer ce colloque, je vais faire venir Grégoire à mes côtés. On ne pouvait pas, Jean-Luc, Emmanuel et moi-même, finir ce colloque sans rendre un hommage à notre collègue et ami Jean-Charles Lémy, qui nous a quittés le 13 avril dernier. Nous côtoyons, et Grégoire et moi, nous étions très très proches de Jean-Charles depuis bien plus de 20 ans. Et ces dernières années, il avait rejoint l'équipe de Vovox. Il devait être là ce soir. Il devait co-animer ce colloque avec moi. C'est lui qui m'a proposé, il y a quelques années, 5 ans maintenant, ce projet du droit de savoir, qui est une émission web à caractère pédagogique, dans un esprit, une démarche qui lui ressemblait beaucoup. Jean-Charles était quelqu'un qui voulait partager, qui voulait donner du contenu, qui voulait débattre, qui voulait transmettre, qui voulait sortir des zones de confort et attaquer des sujets complexes pour tout le secteur. Et le tout dans une ambiance toujours amicale, conviviale, naturelle, simple et respectueuse. J'ai énormément appris, j'ai énormément, surtout eu beaucoup de plaisir à faire cela avec lui, et je continuerai, j'espère. Ces émissions sont aujourd'hui, Jean-Luc, un grand succès. Ce colloque, c'était aussi son idée. C'est lui qui m'a incité à dire, à un moment donné, il faut qu'on transpose le droit de savoir sur un événement présentiel, en faisant venir des experts et en s'attaquant à un sujet qui est peut-être un sujet complexe. Nous avons préparé tous les deux ce colloque avec énormément d'enthousiasme. Il y tenait énormément. Je lui ai fait la promesse qu'il ait lieu. Et malheureusement, il nous a brutalement quittés avant cette date, le 13 avril dernier. Voilà, je voulais vous remercier, Jean-Luc. Je voulais remercier Emmanuel. Je voulais remercier tous les intervenants d'avoir néanmoins répondu présent, d'être là aujourd'hui avec nous et d'avoir relevé ce défi. Je crois que c'est un très, très bel hommage que nous lui rendons. Nous pensons beaucoup à lui ce soir. Et je pense qu'il aurait aimé être avec nous. Merci à vous toutes, merci à vous tous. On se retrouve tous pour échanger, pour décompresser un petit peu, pour tirer un petit peu la soupape. Merci Isabelle. C'est à quel étage le cocktail ? Au premier. Au premier étage. On est ravis de vous retrouver là-bas. Merci. Merci à le faire.